Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de France-Japon, Histoire parallèle. On raconte encore aujourd'hui à tous les enfants de France que durant la nuit de Noël de l'an 800, à Rome, Charles, roi des Francs et des Lombards, est devenu empereur d'Occident. Cette date est restée importante parce que ce couronnement de Charlemagne est encore conçu dans les mémoires comme étant fondateur du roman national français, ou bien plus largement, fondateur de l'identité européenne. Mais qui sait aujourd'hui en France ce qui se passait au même moment, à 10 000 kilomètres de là, au Japon? Au même moment, c'est-à-dire du point de vue de la chronologie proprement japonaise, pendant la 19e année de l'ère En-Ryaku. Nous étions alors au milieu de l'Antiquité japonaise, qui commence au 7e siècle et s'achève au 12e siècle, et qui se caractérise par l'avènement, l'essor, puis la décadence d'un état d'inspiration chinoise. L'an 800 n'est pas une date charnière de l'histoire du Japon, mais il s'y passe des choses intéressantes sur le plan politique, économique et culturel. Si l'on en croit les annales abrégées du Japon, postérieures aux faits, l'événement le plus marquant aurait été cette année-là l'éruption du mont Fuji pendant un long mois entre la 3e et la 4e lune. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette montagne n'était pas encore au Japon un symbole national. C'était seulement l'un des lieux d'une lointaine périphérie. Le symbole et le centre du pays à l'époque, c'était Heian-kyo, littéralement la capitale de la paix et de la sûreté, ancêtre de la ville de Kyoto, que le souverain Kanmu Tenno venait tout juste de fonder, à grands frais, en 794. En l'an 800, donc en Enyaku 19, la ville était encore en chantier. Kanmu Tenno résidait au nord de cette cité, de 4,5 km d'est en ouest et de 5,3 km du nord au sud. Une cité dont le cadre naturel satisfaisait alors parfaitement aux critères de la pensée urbanistique chinoise traditionnelle. Des montagnes protectrices à l'est, au nord, à l'ouest, et des rivières fournissant l'eau de direction méridienne, la rivière Kamo à l'est et la rivière Katsura à l'ouest. Cet agencement s'ayait aux 4 divinités gardiennes des directions cardinales, le dragon bleu, l'oiseau rouge, le tigre blanc, la tortue. Le plan en damier et le style de certains bâtiments s'inspiraient de ceux de la capitale chinoise contemporaine des dynastes Tang. C'est que la Chine fournissait alors au Japon bien des éléments institutionnels et culturels qui étaient empruntés par le principal clan de l'archipel pour faciliter sa domination politique et asseoir son prestige. En 800, Enyaku 19, à la cour de Kanmu Tenno, on écrivait en chinois, on étudiait les classiques chinois, on s'appuyait sur des codes administratifs et pénaux à la chinoise. On recrutait, comme en Chine, des fonctionnaires pour gérer la capitale et les provinces. Et comme sur le continent, on entretenait un système fiscal dont on vivait. On produisait même de la monnaie de cuivre. Une nouvelle pièce avait été créée en 796. Cela dit, la légitimité du chef de la cour du Japon reposait alors sur l'idée qu'il était le descendant et le représentant de dieux autochtones, les kami, d'où son appellation japonaise de Akitsu Kami, la divinité visible. Précisément, Kanmu Tenno était lié à Amaterasu Ōmikami, la divinité solaire du Shinto, déjà vénérée à son époque au sanctuaire d'Issei. Quant au titre à connotation taoïste de Tenno, souverain céleste ou souverain du ciel, il servait à placer symboliquement le souverain dans la position de l'étoile polaire autour de laquelle s'ordonne l'univers. Ce n'est que bien plus tard, à l'époque contemporaine, que l'on qualifia en langue occidentale ce souverain d'empereur et tout ce qui les concernait d'impérial. Révéré depuis 1895 au sanctuaire Heian-Jingu de Kyoto, Kanmu Tenno fut un grand réformateur, mais il ne fut pas un monarque absolu dans un archipel qui comptait de son vivant peut-être 5 millions d'habitants. Pendant que Charlemagne guerroyait à l'autre bout du monde contre les Saxons, Kanmu Tenno dut lui-même combattre les populations qui vivaient au nord de l'île principale du Japon, les Emishi. Les Emishi n'étaient pas des Ainu, mais des personnes qui ne voulaient pas s'intégrer dans l'ordre politique et fiscal voulu par Heian-kyo. Pour les soumettre, Kanmu Tenno compta sur les services et les talents militaires de Sakanoue no Tamuramalo, officiellement nommé, en 797, Sei Taishogun, c'est-à-dire grand général chargé de la pacification des barbares. En 801, En-Ryaku 20,
une nouvelle campagne fut ouverte. Il est intéressant de noter que la famille des Sakanoue, soutien des chefs de Heian-kyo, était d'origine étrangère. À propos, Kanmuten no lui-même avait une mère d'origine coréenne. C'est qu'il faut imaginer les Japonais qui ont vécu pendant la 19e année de l'ère Enryaku comme étant en contact constant avec les peuples vivant sur les continents. Les Chinois de la dynastie des Tang, les Coréens du royaume de Silla, les peuples du royaume de Balae. On va et vient de part et d'autre des frontières pour faire du commerce, pour entretenir des relations diplomatiques, pour étudier ou enseigner les lettres, les arts, les religions. Souvent, on voyage pour toutes ces raisons à la fois. C'est dans ce contexte de totale ouverture que deux des plus grands moines bouddhistes de l'histoire du Japon, Saecho et Kukai, s'embarquèrent pour la Chine la même année, en 804, 23e année de l'ère Enryaku. Cette année-là, à l'ouest du Nouveau, Charlemagne l'emporte définitivement sur les Saxons.